Ici, la voix de l'Amérique. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. On commence par les titres de votre journal. Ce sont tous ces pays ensemble. Patrice Talon est en visite à Washington. Le président béninois multiplie les rencontres. Il en a eu avec le FMI, la Banque mondiale. Il s'est entretenu avec le secrétaire d'État américain Mike Pompeo. La lutte contre le terrorisme était, entre autres, au menu de leurs échanges. Mais on ne peut pas ne pas réformer notre pays qui en a besoin. Plus de 5 000... Bonsoir. Au Cameroun, 5 civils ont été tués hier nuit lors d'une attaque attribuée à Boko Haram dans l'extrême nord du pays, près du lac Tchad. Les assauts du groupe djihadiste se sont intensifiés ces 3 derniers mois dans cette zone. Le bilan a été confirmé par un officier de l'armée dans la région. En dehors des morts, 2 militaires ont été blessés, selon l'armée, qui précise qu'un de ses postes a été incendié. Depuis plusieurs mois, les attaques djihadistes se sont intensifiées autour du lac Tchad, truffé d'îlots et de marécages. Selon notre officier militaire, les 2 derniers mois de 2019 ont enregistré une montée exponentielle d'attaques qui ont continué ce mois-ci et risquent d'augmenter avec l'arrivée de la saison sèche. Nouvelle tuerie en République démocratique du Congo. Au moins 15 personnes ont été massacrées en 24 heures dans le territoire de Beni, dans l'est du pays. Ce n'est qu'un bilan provisoire d'après l'administrateur du territoire de Beni, Donat Kwaba Kibwana. Pour l'heure, 14 corps ont été retrouvés, des habitants tués à l'arme blanche. Un pasteur a trouvé la mort dans une autre attaque. 2 blessés graves ont été transférés à l'hôpital d'Oicha. Ces dernières attaques portent à 265 le nombre de civils tués à Beni depuis novembre dernier, selon les chercheurs du baromètre sécuritaire du Kivu, qui dispose d'un réseau d'informateurs dans les 2 provinces du Kivu. Près de 5 millions d'enfants, contre 4,30 millions auparavant, auront besoin d'une aide humanitaire au cours de l'année 2020 dans les pays comme le Burkina Faso, le Mali et le Niger, selon le rapport de l'UNICEF d'hier. Donc, une recrudescence de la violence dans la région centrale du Sahel en Afrique a également eu des conséquences dévastatrices sur l'apprentissage des enfants. Une situation préoccupante que nous relate ici Blanche Sanou. Les attaques contre les enfants ont connu un pic au cours de l'année 2019. Au Mali, ils ont subi plus de 571 violations graves au cours des 3 premiers trimestres de 2019 contre 544 en 2018 et 386 en 2017. Au total, plus de 670 000 enfants de la région ont été contraints de fuir leur foyer en raison du conflit armé et de l'insécurité. Il y a 7 mois, nous avons dû fuir notre village parce que des groupes armés sont arrivés. Ils ont tué et emmené avec eux une partie des habitants. Nous avons eu peur. Alors nous avons fui et nous sommes réfugiés ici à Kaya. Fin 2019, plus de 3300 écoles dans les 3 pays étaient fermées ou non opérationnelles en raison de la violence, soit 6 fois plus qu'en avril 2017. L'insécurité et les déplacements créent des obstacles importants, notamment l'accès à la nourriture, la santé et l'eau potable. L'UNICEF estime que rien qu'au centre du Sahel, plus de 709 000 enfants de moins de 5 ans souffriront de malnutrition aiguë sévère et auront besoin de traitements vitaux cette année. L'Agence de l'ONU pour l'enfance a lancé un appel de 208 millions de dollars pour soutenir sa réponse humanitaire au centre du Sahel pour 2020. Fin de la visite de travail à Washington du chef de l'État du Bénin. Le président Patrice Talon va quitter aujourd'hui la capitale américaine pour Cotonou. Hier, il a accordé une interview exclusive à VOA Afrique, un entretien au cours duquel Patrice Talon a annoncé la réouverture très prochaine de la frontière du Bénin avec le Nigeria. Occasion pour le chef de l'État du Bénin non seulement d'insister sur la nécessité de la mise en œuvre des réformes en cours dans son pays, mais aussi de clarifier ses propos quand il annonçait en novembre dernier le retrait des réserves du Bénin, membre de l'UEMOA de la Banque centrale de France. C'était au micro d'Irénée Herman Umbo.
ce sont tous ces pays ensemble, au sein de la BCEAO, qui fermera c'est le compte d'opération, c'est-à-dire la BCEAO fermera le compte d'opération qu'il y a au niveau du Trésor français. C'est la BCEAO qui a un compte là-bas, ce n'est pas les pays individuellement. Donc ce compte sera fermé et la BCEAO va gérer ses réserves de devises selon le standard international qui est à court en la matière. Donc c'est l'ensemble des États de l'UEMOA. À travers la BCEAO qui est notre banque commune, banque centrale commune. On ira au Bénin, Monsieur le Président. Vos adversaires vous accusent de pratiquer la politique de l'exclusion. Législative exclusive, dialogue exclusif, sans l'opposition, condamnation à l'exil de vos opposants, retrait du droit de grève. Que leur répondez-vous? Mais les grandes mutations ont toujours ce côté parfois difficile. Mais on ne peut pas ne pas réformer notre pays qui en a besoin. Il n'y a pas d'exclusion, nous avons réformé le système politique, ce n'est pas moi. Cela a été demandé de vieille date. Et les réformes qui ont été opérées ont été annoncées par le Parlement précédent, alors que j'étais encore en exil. Et ces lois ont été votées par ce Parlement. La mise en œuvre nous a confrontés à quelques difficultés. C'est inhérent au grand changement. Il faut noter que plus de discipline, plus d'ordre, plus de responsabilité, travailler à ce qu'il y a de grands partis politiques requiert des sacrifices, parfois difficiles. Mais ce qui s'est passé derrière nous, c'est dommage que tous les partis politiques, tous les acteurs politiques n'ont pas pu compétir. Les tests étaient trop rigides, on les a assouplis. J'ai œuvré à cela. Et les élections communales à venir, j'espère, verront bien la participation de tous les acteurs politiques à travers des grands ensembles, des grands partis politiques qui, depuis, on l'observe bien, se constituent. Les petits partis se regroupent pour créer de grands ensembles. Cela est à souhaiter. Les Béninois souffrent. Ce n'est pas moi qui le dis. Vous l'avez reconnu vous-même devant l'épiscopat que vous avez reçu. Ils doivent s'habituer à de nouvelles taxes. La dernière en date est celle concernant les produits informatiques, alors que le PAG devrait inciter au numérique. Pourquoi une telle position? Comment on peut s'améliorer, changer son cadre de vie, que son habitat s'améliore, moyens de transport, sans effort? Est-ce qu'il est du règne humain d'améliorer ses conditions de vie sans effort? Nous avons besoin qu'il y ait de l'eau pour tout le monde, que l'école s'améliore, que la santé s'améliore, qu'il y ait des routes un peu partout, asphaltées, que les pistes rurales soient arrangées, construites. Et nous avons besoin qu'il y ait de l'Internet partout. Est-ce qu'on peut le faire sans effort? Est-ce qu'on peut le faire sans nous-mêmes contribuer davantage aux recettes publiques? Ce n'est pas les États-Unis, la France, la Chine qui nous donneront chaque fois ce dont nous avons besoin pour construire ce qui nous manque. Donc, il faut plus de taxes, forcément. Il faut que l'État, la collectivité globale béninoise, ait plus de ressources propres pour faire face à ces besoins-là. Et plus vous avez des ressources propres, plus vous pouvez emprunter. Votre capacité d'endettement, la capacité d'endettement d'un pays est liée aussi à sa capacité à mobiliser des ressources intérieures. On ne peut pas se plaindre que nous manquons de tout et ne rien faire pour satisfaire ces besoins-là dans le temps. Le rôle d'un gouvernant, c'est faire les arbitrages nécessaires pour imposer la rigueur et les efforts qu'il faut à tout le monde afin qu'ensemble, nous fassions face à nos difficultés pour résoudre nos problèmes et investir là où nous avons des besoins. Le président béninois Patrice Talon. Près d'une dizaine de villes en quarantaine, des dizaines de millions de personnes bloquées, la Chine emploie les grands moyens pour tenter d'enrayer la nouvelle épidémie de coronavirus, mais ces mesures sans précédent pourraient s'avérer insuffisantes selon des experts, d'autant plus que l'épidémie continue de se répandre dans le monde. Dans le cercle des étudiants internationaux, la peur s'installe petit à petit. Pour en savoir plus, Arzuma Compaoré a joint Daniel Zogona, doctorant en nutrition et sciences alimentaires à la Wung Chong Agricultural University dans la ville de Wuhan. En cette période, c'est difficile de rencontrer qui que ce soit. Même les Chinois même ne sortent pas. Voilà, étant donné que nous avons reçu des consignes de ne pas sortir, puisque tout est stoppé en fait.
la ville a été mise sous quarantaine depuis jeudi passé. Donc, ça fait que les transports en commun sont arrêtés, les boutiques sont fermées. Bon, les gens ne sortent plus. Les gens ne sortent plus. À moins qu'il y ait des endroits d'approvisionnement tels que certains supermarchés qui sont ouverts où il y a un check-in. Quand vous arrivez, on vous scanne pour prendre la température corporelle et aussi vérifier que vous portez des masques, voilà, pour des mesures de sécurité. Donc, ça fait qu'actuellement, on n'arrive même pas à se frotter aux gens parce qu'on ne sort pas et chacun est dans son coin. On suit les informations également par le biais des médias, la presse et également au niveau de notre université, il y a le Collège international qui coordonne avec les étudiants afin de nous apporter des informations sur la situation actuelle. Jusqu'à présent, on rend grâce à Dieu. Tous les Burkinabés se portent bien. Nous ne sommes pas assez nombreux, nous sommes 22 à Wuhan. Et dans le même registre, un avion ramenant 200 Américains de la ville chinoise de Wuhan, épicentre de l'épidémie du coronavirus, a atterri ce mercredi sur une base militaire américaine à Riverside, en Californie, où ils vont être de nouveau examinés pour détecter d'éventuels symptômes. Les passagers évacués par le gouvernement américain ont été surveillés de près au cours du vol par des agents sanitaires. Plusieurs compagnies aériennes ont pris la décision de suspendre ou de réduire leur vol vers la Chine. L'Organisation mondiale de la santé a appelé la communauté internationale à agir face au virus qui a fait au moins 132 morts. L'OMS va à nouveau convoquer jeudi le comité d'urgence afin de déterminer si l'épidémie constitue une alerte internationale. Et puis, des milliers de manifestants, pour la plupart des syndicalistes, ont envahi les rues de Paris ce mercredi pour protester contre le projet de révision des retraites du gouvernement français, affirmant que le mouvement était tombé dans l'oreille d'un sourd, allusion faite au président Emmanuel Macron. Cette marche intervient un jour après que le Parlement français a commencé à examiner le projet de loi sur la réforme des retraites. Des manifestants qui chantaient et portaient des pancartes, dont une montrant un logo du parti de Macron, La République en marche, sous la forme d'une croix gammée, ont marché de la place d'Italie à Paris vers l'emblématique Palais Royal de la capitale. Les actions de Facebook ont progressé de 1,4% après que la société Raymond James a amélioré le titre en achat fort avant les bénéfices de la société qu'il devait publier après la clôture du marché mercredi. Les analystes ont prédit un bénéfice par action de Facebook de 2,53 $, soit une augmentation de 6% d'une année sur l'autre. Facebook a enregistré 20,9 milliards de dollars de revenus au quatrième trimestre 2019. Les revenus de Facebook surviennent un jour après que l'entreprise a recommandé des règles pour son conseil de surveillance indépendant et a déclaré qu'un ancien directeur d'un groupe des droits de l'homme dirigera le personnel administratif du conseil. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique. Voici les titres de cette seconde partie de votre journal. Le plan de paix pour le Proche-Orient dévoilé par le président américain ne fait pas l'unanimité. Salué avec prudence par les pays arabes, il est rejeté par les Palestiniens qui appellent à son boycott. Nous parlerons technologie dans ce journal avec le lancement par une start-up tunisienne d'une application qui devrait aider de nombreux apiculteurs. Et nous vous ferons découvrir une artiste américaine talentueuse dans son domaine. Tutsinski, c'est son nom. Elle utilise du fil de verre pour créer de magnifiques sculptures. Salué avec prudence par les pays arabes, le plan de paix pour le Proche-Orient, fondé sur une solution à deux États, dévoilé hier mardi par le président américain Donald Trump, a été rejeté en bloc par le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Ce plan, dévoilé en présence du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, prévoit de redessiner la carte de la Cisjordanie pour favoriser Israël, tout en offrant aux Palestiniens une voie conditionnelle vers un État. Tout comme leur leader, les Palestiniens ont donc rejeté ce plan et appelé les voisins arabes à le boycotter. Les détails avec notre correspondante à la Maison-Blanche, Patsy Wida Kwazura. Le récit est d'Arzouma Compaoré. Les Palestiniens de Gaza ont brûlé des photos de Donald Trump et Benjamin Netanyahou alors que les deux dirigeants se rencontraient à la Maison-Blanche où Trump a annoncé sa vision pour résoudre le conflit israélo-palestinien. Le plan reconnaît la souveraineté israélienne sur Jérusalem et change les frontières de la Cisjordanie. Nous formerons une commission mixte avec Israël pour convertir la carte conceptuelle en un rendu plus détaillé et calibré afin que la reconnaissance puisse être immédiatement obtenue. Le plan n'a pas abandonné la solution des deux États, appelant à un futur État de Palestine avec une capitale à Jérusalem-Est. Trump a également déclaré qu'il doublerait le territoire palestinien en échange de la souveraineté israélienne sur les blocs de colonies en Cisjordanie. Trop de plans ont tenté de faire pression sur Israël pour qu'il se retire d'un territoire vital comme la vallée du Jourdain. Mais vous, Monsieur le Président, vous reconnaissez qu'Israël doit avoir la souveraineté dans la vallée du Jourdain et dans les autres zones stratégiques de la Judée et de la Samarie. Les réactions n'ont pas tardé en Palestine et dans le reste du monde. Vous avez réorganisé, redéfini l'occupation comme un système de contrôle. Je pense qu'il est bon et qu'il est temps pour nous de nous séparer des Palestiniens afin que chaque peuple vive sur son propre territoire. À l'instar de l'Iran, qui considère le plan voué à l'échec, le président palestinien Mahmoud Abbas a dit qu'il ne passera pas. Quant à l'ONU, elle s'en tient aux résolutions onusiennes et aux accords bilatéraux sur la création de deux États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte en paix et sécurité dans les frontières reconnues sur la base des lignes définies en 1967. Comme il le fait tous les jours, Yacouba Ouedraogo va nous résumer les principaux points de l'actualité sportive. Bonsoir Yacouba. Bonsoir John et bonsoir à tous. L'enquête sur le crash d'hélicoptère qui a tué 9 personnes dont le basketteur Kobe Bryant se poursuit. Les experts légistes ont officiellement identifié le corps du basketteur parmi les 9 sorties des débris de l'appareil. Suivez.
Parmi les corps identifiés ce jour figure celui de Kobe Bryant, sorti des débris de l'hélicoptère qui s'est écrasé dimanche sur une colline près de Los Angeles. Nous avons notifié au bureau du comté de Los Angeles l'identité de 4 victimes qui ont péri dans cet accident. Il s'agit de John Altobelli, Sarah Chester, Ara Zobayan, le pilote, et Kobe Bryant. Les débris de l'appareil se sont éparpillés sur près de 200 mètres à la suite d'un choc à grande vitesse, selon les enquêteurs de l'agence américaine chargée de la sécurité dans les transports. L'ex-star de la NBA a pu être identifié grâce à ses empreintes digitales, ainsi que 3 autres personnes qui se trouvaient à bord de l'appareil. Les enquêteurs travaillent à l'identification des autres défunts, dont Diana, la fille de Kobe Bryant. Autorités et experts semblent pour l'heure privilégier une manœuvre accidentelle liée au brouillard plutôt que d'éventuels problèmes mécaniques. L'appareil n'avait pas de boîte noire car celle-ci n'était pas nécessaire sur ce type d'hélicoptère. Il n'était pas non plus muni d'une alarme d'altitude, comme l'avait recommandé à plusieurs reprises l'Agence de l'aviation civile américaine. En athlétisme, Brigitte Kosgei et Timothy Cheruiyot ont été désignés athlètes de l'année. La Kenyane Brigitte, record woman du marathon en 2h14 minutes 4 secondes, et son compatriote Cheruiyot, dominateur sur le 1500 mètres en 2019, ont été honorés par la Confédération africaine d'athlétisme, une première fois dans l'histoire de cette instance continentale. C'est tout pour les sports, on se retrouve demain. Rendez-vous pris, Yacouba. Une start-up tunisienne veut aider les apiculteurs à surveiller la température et l'humidité de leurs ruches ainsi que la qualité du bourdonnement des abeilles avant la production du miel. Les initiateurs du projet ont lancé une application qui envoie des alertes à l'utilisateur en décrivant le problème afin d'éviter qu'il ne se propage. Plus de détails avec Blanche Sanon. Afin de préserver l'une des espèces les plus importantes de la planète pour la survie humaine, une start-up tunisienne a développé un appareil intelligent pour aider les apiculteurs à suivre leurs ruches et à réduire les pertes. Ce que nous avons essayé de faire en tant qu'entreprise, c'est de développer un appareil qui aide l'agriculteur à améliorer sa rentabilité en détectant les problèmes qui peuvent survenir dans la ruche. Cet appareil, c'est Smart Bee, que nous plaçons au centre de la ruche afin de nous fournir des informations précises sur l'état de la cellule. Toutes ces informations sont fournies via le smartphone, transmises par le biais de messages courts. Smart Bee, développé par Iris Technologies, suit les indicateurs tels que la température, l'humidité et la qualité du bourdonnement des abeilles, alertant les éleveurs en temps réel de tout problème. J'ai commencé avec 15 ruches. J'ai rencontré de nombreux problèmes tout au long de mon expérience, dont le plus important était le vol de ruches et le changement climatique qui a provoqué l'effondrement des ruches en raison des fluctuations soudaines de la température et de l'humidité. Équipé de capteurs et d'émetteurs, l'appareil alerte les détenteurs par le biais de messages vers leur téléphone mobile. L'inspiration pour développer cette application est venue après que le père de Bouchoucha, un apiculteur, a perdu un certain nombre de ses ruches lors d'une vague de chaleur en 2011. Aujourd'hui, nous avons besoin de cette nouvelle technologie pour nous fournir des informations relatives au changement climatique ainsi qu'aux incendies ou autres fluctuations de température et d'humidité. Donc, les indicateurs que nous recevons vont nous aider à l'avenir à prendre les bonnes décisions sur la gestion d'une ruche. Iris Technologies exporte Smart Bee vers un certain nombre de pays arabes, dont la Libye et Oman. Ici aux États-Unis, Tutzinski, une artiste américaine, utilise du fil de verre pour créer de magnifiques sculptures. Cette technique unique lui permet de réaliser des figures lumineuses. Elle a d'ailleurs participé à l'invention d'une machine spéciale produisant ces fils verts, la signature de ces pièces atypiques. Sa collection la plus récente reflète son amour pour les oiseaux, en particulier ceux en voie de disparition. Deborah Bloch nous amène dans son studio à Providence, dans le Rhode Island. Dilidico raconte. Tutzinski rassemble des milliers de fils de verre, créant une collection de pièces sur les oiseaux en voie de disparition. L'idée de se concentrer sur les motifs de plumage lui est venue après une visite dans le Massachusetts, l'État où elle a grandi.
J'ai grandi dans un environnement incroyablement naturel. Il y avait des myriades d'oiseaux de toutes sortes dans le nord-est, mais leur nombre a commencé à diminuer. Zinski a été choqué de découvrir qu'au cours des dernières décennies, l'Amérique du Nord a perdu plus d'un quart de sa population d'oiseaux, soit quelques 3 milliards d'oiseaux, en raison de problèmes environnementaux. J'ai commencé à faire des recherches sur les oiseaux dont je me souvenais bien et j'ai été stupéfaite de constater qu'au moins 90% d'entre eux figuraient sur la liste des espèces menacées. La vie des créations de Zinski commence grâce à cette machine unique qui transforme les tiges de verre colorées en fils de verre flexibles. À force que le fil de verre s'allonge, il fond et il devient de plus en plus chaud. Du coup, il doit être étiré sur une certaine longueur afin qu'il puisse refroidir à l'air libre et que les fils puissent rester uniformes et droits. L'artiste est fasciné par la structure des plumages d'oiseaux. Une grande partie des variations de couleurs se produit en raison d'un entrelacement presque filiforme de différentes couches. Ma technique me permet de faire des superpositions de couleurs élaborées de façon similaire à des coups de pinceau. Lorsque Zinski finit d'agencer les fils de verre, ils sont ensuite fondus à l'intérieur d'un four où la sculpture est façonnée à l'aide de gants thermorésistants. Les fils de verre deviennent ainsi des milliers de prismes que la lumière réfracte. Cela produit un bel effet, ressemblant à un plumage. Les sculptures en verre de Zinski, acclamées dans le monde des arts, sont exposées dans des musées et lors de différentes expositions dans le monde. Magnifique tout cela. À présent, ce record Guinness du monde, un groupe de 2126 femmes, ou plutôt personnes, s'est réuni pour montrer la culture, l'art et la valeur du groupe de guerriers hindous de Rajput et établir un nouveau record du monde. Guinness, donc, c'était hier mardi. Les femmes vêtues de robes traditionnelles, colorées, se déplaçaient gracieusement dans des mouvements coordonnés exécutant des talwaras, entendez, danse de l'épée sous le vaisseau amiral de l'ancienne famille royale de Rajkot, dans l'État indien du Gujarat occidental. Le prince de Rajkot a déclaré que la danse de l'épée incarne l'unité, la valeur, la bravoure de l'art et des compétences du peuple indien. L'art de la danse de l'épée remonte à l'ère moghole lorsque les femmes Rajput ont accueilli leurs hommes après leur retour victorieux d'une bataille. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous ceux qui l'ont préparé et à vous de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente soirée et un clin d'œil à tous ceux qui nous regardent au Bénin. John